pure. Donc, il n'y a pas de résisteur dans le circuit, donc nos oscillations ne sont pas amorties. Il n'y a pas de générateur qui va jouer le rôle d'excitateur, donc les oscillations sont dites libres. Dans ce cas, pour ce type d'oscillateur, les oscillations électriques sont dites libres non amorties. Alors que dans le deuxième exemple, on remarque la présence du résisteur. Donc, de même, il n'y a plus de générateur. Donc, les oscillations sont libres car il n'y a plus de générateur. Elles sont amorties à cause de la présence du résisteur. Ces oscillations sont dites électriques libres amorties. Le dernier cas, on remarque la présence d'un générateur basse fréquence GBF, la présence d'une résistance avec la bobine, c'est-à-dire la bobine a une résistance, et d'un résisteur. Donc, dans ce cas, il y a le générateur, les oscillations sont dites forcées, et bien sûr, de même, il y a le résisteur. Et dans notre étude, ce qui nous intéresse, c'est cet exemple, l'exemple des oscillations électriques forcées. Donc, on va essayer de distinguer l'excitateur et le résonateur. Donc, comme vous voyez, c'est encadré avec pointillé le générateur basse fréquence GBF, donc le générateur GBF, donc il va jouer le rôle d'excitateur, en alimentant bien sûr le circuit RLC par une tension U de T. Donc, le résonateur, c'est le circuit RLC. Le circuit RLC, donc il va être alimenté par le générateur, c'est le résonateur. Donc, pour faire notre étude expérimentale, on a besoin d'avoir une idée claire sur l'oscilloscope. Donc, on a dans ce cas un oscilloscope bicourbe et on va préciser quelques boutons importants qui nous intéressent. Donc, on va commencer par le premier bouton de la sensibilité horizontale. La sensibilité horizontale, c'est le time par division, c'est-à-dire le temps par division. Lorsqu'on dit division sur l'axe des temps, c'est le carreau. Le carreau, c'est une division. Alors que la petite division représente 0,2 division. Donc, cette petite division représente 0,2 division. Et sur la sensibilité horizontale sur l'oscilloscope, on remarque l'indication 1 milliseconde, 2 millisecondes, 0,5 millisecondes, et ainsi de suite. De même, on va passer aux entrées A et B, la voie A et la voie B. Donc, chaque voie a une sensibilité verticale. Donc, on remarque ici que pour chaque voie, il y a une sensibilité verticale. De même, il y a un bouton pour faire déplacer la sinusoïde dans ce cas. Donc, cette sensibilité verticale, c'est la sensibilité verticale de la voie A. Donc, lorsqu'on dit ici volt par division, la division, c'est-à-dire c'est celle-là, et non pas la division sur l'axe des temps, c'est la division sur l'axe des tensions. Donc, c'est cette division. Et, bien sûr, on lit ici le nombre de volts par division, c'est-à-dire 2 volts par division, 5 volts par division, 1 volt par division. Mais faites très attention, on doit lire ça, le nombre de divisions sur l'axe des tensions. Sur cet axe vertical, l'axe des tensions. Et de même ici, la petite division, comme dans le premier cas, est égale à 0,2 division. De même pour la voie B. Donc, entre ces deux voies, on remarque l'existence de la masse. Et on va voir, bien sûr, tout à l'heure, le branchement du circuit. De même ici, il y a un bouton pour le déplacement horizontal. Donc, voilà pour l'oscilloscope. Donc, on va passer pour visualiser maintenant les tensions sur les deux voies de l'oscilloscope. Donc, on va essayer de visualiser la tension aux bornes du résisteur et la tension aux bornes du générateur BF. C'est-à-dire, on veut voir l'oscillogramme de la tension UR et l'oscillogramme de la tension U de T. Pour atteindre, bien sûr, cet objectif,
on doit placer la masse entre le générateur BF et l'élément dont on veut visualiser sa tension. Dans notre cas, on va visualiser la tension aux bornes du résisteur. Donc, on place la masse entre le générateur BF et le résisteur. Maintenant, pour visualiser la tension UR. Donc, voilà, je vais relier la masse que j'ai prise entre le générateur BF et le résisteur à la masse de l'oscillo. Puis, je relie, bien sûr, ce point, c'est-à-dire le point qui sépare le résisteur à la bobine, parce que, en partant de ce point vers la masse, on remarque que le résisteur nous rencontre. C'est-à-dire on est en train de visualiser la tension aux bornes du résisteur. Donc, entre ce point et la masse, on a le résisteur. La tension visualisée sur l'écran de l'oscilloscope, c'est la tension aux bornes du résisteur. Pour avoir maintenant la tension aux bornes du générateur BF, donc vous remarquez qu'en passant de ce point vers la masse, nous rencontre le générateur BF. Donc le générateur BF, et de l'autre côté, si vous voulez, c'est tout le circuit. C'est la tension aux bornes de tout le circuit ou la tension aux bornes du générateur BF. Donc voilà comment on visualise les tensions UR et U de T. Si dans un cas, on nous demande de représenter le branchement de la tension aux bornes du condensateur et du générateur BF, donc de même, il faut placer la masse entre le condensateur et le générateur BF. Donc, on a ici visualisé la tension U de T et UR de T. Mais lorsqu'on a parlé de l'objectif, on a dit qu'on veut visualiser la tension, c'est-à-dire les variations de U de T et de I de T. Donc, pour avoir, ou pour atteindre, si vous voulez, ce but, on va passer à la visualisation de l'intensité du courant I de T. On sait bien que UR de T est égal à R fois I de T. Or, ce R, c'est un facteur, c'est une constante positive. Donc, la valeur de la résistance, elle est positive. Et donc, I de T est égal à UR sur R. Et R, c'est une constante positive. Donc, ce I de T est égal à IM sinus oméga T plus phi UR est égal à IM sinus oméga T plus phi I. Est égal à IM sinus oméga T plus phi I. Donc, dans ce cas, à partir de cette relation, on trouve que I de T est égal à UR max sur R sinus oméga T plus phi UR. Donc, ce UR max sur R va représenter le IM, alors que le phi UR va représenter le phi I. Donc, le phi UR va représenter phi I, et le IM est égal à URM sur R. Pour cela, les variations de I de T sont celles de UR de T. Donc, lorsqu'il y a un facteur constant et positif entre deux grandeurs, on remarque que ces deux grandeurs ont la même phase, c'est-à-dire varient de la même manière. Une remarque concernant donc ces phases, lorsqu'on regarde la tension aux bornes d'une inductance pure, cette tension UL est égale à LDI sur dt. Donc LDI sur dt, lorsque je dérive donc la fonction I de t, lorsque je dérive cette fonction I de t, donc je vais avoir donc IM oméga cosinus oméga t plus phi I, ou si vous voulez, IM fois oméga sinus oméga t plus phi I plus pi sur 2. On dit alors qu'une dérivée donc, affecte plus pi sur 2 à la phase. Donc, si je dérive l'intensité, donc la tension UL va avoir une phase qui est égale à la phase de l'intensité plus pi sur 2. À cause de quoi? À cause de la dérivée. Alors, pour la tension aux bornes du condensateur, on sait bien que cette tension UC est égale à 1 sur C, primitive de I de T. Donc, comme dans le premier cas, la dérivée, donc, elle a ajouté à la phase de l'intensité pi sur 2, on sait bien que cette primitive, c'est la fonction réciproque de la dérivée, donc ça va ajouter à la phase initiale de l'intensité, donc moins pi sur 2. Donc, c'est une petite remarque et on va passer pour
la détermination graphique du déphasage de U de t par rapport à I de t. C'est-à-dire le delta phi qui est égal à phi U moins phi I. Donc, on a l'oscilloscope. Sur l'oscilloscope sont représentés les deux sinusoïdes, c'est-à-dire de U de t et de UR de t. Expérimentalement, dans ce cas, on a bien sûr la fréquence indiquée par le générateur BF au cours de l'expérience. Et si on mesure la période de UR de t et on calcule la fréquence correspondante, on va se rendre compte que cette fréquence est égale à la fréquence de la tension excitatrice. Donc, je répète, au cours de cette expérience, donc on demande aux élèves de déterminer donc graphiquement la période donc des oscillations de UR. Donc la période de UR, cette période donc T correspond à 4 divisions. Je regarde la sensibilité horizontale, je prends la valeur de la sensibilité horizontale, donc pour avoir T, donc T égale la sensibilité horizontale fois le nombre de divisions. Donc j'ai dit, on va se rendre compte que cette période, ou à l'aide de cette période, on va déterminer la fréquence de UR. Et on va se rendre compte que cette fréquence est égale à la fréquence de la tension excitatrice, c'est-à-dire à la tension de générateur BF qui doit être bien sûr indiquée sur le GBF. Dans ce cas, on dit bien sûr que ces oscillations sont des oscillations forcées. Ça veut dire que le courant électrique dans le circuit oscille, mais non pas avec la fréquence propre du circuit RLC, mais avec la fréquence imposée par le générateur. Si vous faites varier la fréquence donc, du générateur BF, vous allez remarquer que les deux sinusoïdes varient de la même façon en ce qui concerne l'axe des temps. Donc, pour le déphasage, maintenant revenons au déphasage. Donc, pour le déphasage delta phi, donc, j'ai dit que cette période donc, correspond à 4 divisions. Ça veut dire qu'une division correspond à T sur 4. Et si on regarde le delta T, j'ai pris un exemple ici. Si on regarde le delta T, je vais me rendre compte que delta T correspond à la moitié de la division, une demi-division. Or, la division, c'est T sur 4. Ça veut dire que le delta T, 1/2 fois T sur 4. Donc, étant donné que delta T correspond à 1/2 division, mais la division, c'est quoi? C'est T sur 4. Donc, delta T, c'est 1/2 fois T sur 4 est égal à T sur 8. Donc, ce T sur 8 et ce delta T s'appelle le décalage horaire. Et on sait bien que ce décalage horaire est toujours dû à un déphasage angulaire. C'est-à-dire, le déphasage angulaire impose sur l'écran de l'oscillo un décalage horaire entre les deux sinusoïdes. Donc, ce delta phi est égal en valeur absolue à oméga fois delta t, c'est-à-dire oméga, c'est-à-dire 2pi sur t, celle-là c'est oméga, fois le décalage horaire delta t, t sur 8, est égal à pi sur 4. Mais dans ce cas, il m'a demandé le delta phi et non pas la valeur absolue de delta phi. Donc, on veut déterminer la valeur de delta phi et non pas la valeur absolue de delta phi. Donc, je dois regarder, donc à cet instant, je dois regarder les deux courbes. En regardant les sinusoïdes de U de t et de UR de t, et en se déplaçant sur l'axe des temps, on remarque que U de t atteint sa valeur maximale, la première. Donc, lorsque je considère deux maximums voisins, je remarque que U de t atteint sa valeur maximale en se déplaçant, la première, en se déplaçant sur l'axe des temps. Donc, pour cela, on dit que U de t est en avance de phase par rapport à UR de t. Donc, elle est en avance de phase parce qu'elle atteint sa valeur maximale, la première. Donc, ou si vous voulez, la valeur minimale, donc c'est la même chose. U de t est en avance de phase par rapport à I de t. Ça veut dire que phi U supérieur à phi I. Voilà ce que veut dire en avance. En avance veut dire que phi U supérieur à phi I. D'où phi U moins phi I supérieur à 0. Étant donné que ce delta phi, phi U moins phi I, est supérieur à 0, donc le delta phi s'écrit pi sur 4 et non pas moins pi sur 4. Donc pour cette raison, il s'écrit pi sur 4. Donc voilà comment on détermine à l'aide
de deux graphes ou à l'aide de l'expérience le déphasage entre la tension U de T et UR de T. Et on sait bien que phi UR n'est autre que phi I. Pour cela, on dit qu'on détermine donc le déphasage entre U de T et I de T. Donc, on va maintenant commencer une étude théorique de ce phénomène. Et pour commencer cette étude théorique, je vais commencer par l'équation différentielle. Donc, le circuit est schématisé devant nous. Je vais choisir un sens arbitraire de I à un instant T quelconque et je représente les flèches des différentes tensions, c'est-à-dire la tension du générateur BF, la tension du condensateur, la tension aux bornes du résisteur et la tension aux bornes de la bobine. Donc, d'après la loi d'Emaille, on dit que UB de T plus UR de T plus UC de T est égal à U de T. UB de T, on remarque qu'on a donné la même couleur donc à UB de T et à l'expression de UB de T. Donc, UB de T est égal à LDI sur DT plus RI. UR de T est égal à R fois I. Et UC de T est égal à 1 sur C, primitive de I de T. Donc, dans ce cas, donc, la somme de ces tensions est égale, bien sûr, à la tension qui alimente le circuit. Donc, ce circuit est alimenté par le générateur BF. Donc, la somme des tensions va être égale à la tension du générateur BF. Donc, l'expression finale maintenant de l'équation différentielle de notre circuit, LDI sur DT plus petit r plus grand R fois I plus 1 sur C, I de T, I dt est égal à U de T. Donc, on va essayer de voir ensemble la solution de l'équation différentielle. Donc, on a vu que cette équation différentielle est en fonction de I. Donc, c'est une équation en fonction de I. Donc, je vous rappelle ce que veut dire équation différentielle. Équation différentielle, c'est une équation qui lie une fonction, par exemple I de T, avec ses dérivés ou sa primitive. Sa dérivée ou sa primitive. Donc, toute équation qui lie donc une fonction avec sa dérivée et sa primitive s'appelle équation différentielle. Donc, la tension excitatrice U de T est égale à UM sinus oméga T. Et ici, on a bien coloré donc le oméga pour dire enfin que la solution de cette équation différentielle I de T est égale à IM sinus oméga T plus phi. Et non pas oméga 0. Donc, on ne parle plus ici de oméga 0. Donc, le circuit est alimenté par le générateur BF. Donc, je répète ça, le circuit est alimenté par le générateur BF. Donc, il prend son énergie du générateur BF. Donc, il n'a qu'à bien sûr s'appliquer au générateur BF, donc ces oscillations sont imposées au circuit. Donc, mais, comme on a dit dans l'un des objectifs, on veut déterminer, pour avoir cette solution, donc j'ai oméga à partir du générateur BF, je peux avoir oméga à partir du générateur BF, mais pour avoir cette solution, je veux déterminer IM, c'est-à-dire la valeur maximale de l'intensité, et la phase initiale de l'intensité. Donc, dans ce cas, pour avoir l'expression de IM et de phi I, on a une seule solution pour nous, c'est la construction de Fresnel. Donc, pour déterminer l'amplitude IM de I de T et le déphasage delta phi, on a recours à la construction de Fresnel. Donc, pour la construction de Fresnel, chacune des fonctions de l'équation différentielle, c'est-à-dire comme, par exemple, petit r plus grand R fois I. Donc, ce petit r plus grand R fois I est égal à petit r plus grand R IM sinus oméga T plus phi I. Donc, on associe un vecteur de Fresnel. Donc, bien sûr, la construction de Fresnel va nous faciliter la résolution de l'équation différentielle. Sinon, c'est très difficile. Mathématiquement, c'est très difficile. Même si on connaît, bien sûr, les étapes de la résolution. Donc, dans ce cas, au lieu donc d'avoir des équations mathématiques, on va avoir des vecteurs. Au lieu de faire la somme de plusieurs fonctions sinusoïdales qui n'ont pas la même amplitude, on va avoir la somme des vecteurs que tout le monde, bien sûr, connaît. Donc, ce vecteur de Fresnel a deux composantes. Donc, il a un module qui est égal à l'amplitude de la fonction correspondante. C'est-à-dire le module de V1
c'est grand R plus petit r fois IM. C'est l'amplitude. Et il a un angle qu'il fait, ou qu'il fera, après on va voir ça dans l'animation, qu'il fera avec l'axe des phases. Donc cet angle c'est phi. Mais phi, comme vous voyez, ça représente la phase initiale de l'intensité. Donc pour le LDI sur dt, comme on a dit, donc, pour faire la dérivée donc, de I de t qui est égal à Im sinus oméga t plus phi I, donc on doit multiplier donc, l'amplitude par oméga, donc j'ai le L existe toujours, mais lorsque je fais la dérivée, donc je vais multiplier l'amplitude par oméga, donc Im sinus oméga t plus phi I, et comme on a dit au début, je dois ajouter un pi sur 2 ou écrire cosinus. Mais pour avoir la construction de Fresnel, il faut que toutes les fonctions soient exprimées avec la même fonction sinusoïdale, c'est-à-dire avec la fonction sinus et ou la fonction cosinus. Or, on a l'habitude de faire cette représentation ou cette construction de Fresnel avec la fonction sinus. Donc, pour cela, on va avoir un vecteur V2 est égal à L oméga Im phi I plus pi sur 2. Pour maintenant la fonction UC, qui est égale à 1 sur C primitive de I dt, donc est égal à Im sur C oméga sinus oméga t plus phi I moins pi sur 2 à cause de la primitive, on va avoir un vecteur V3, Im sur C oméga phi I moins pi sur 2. Et pour la tension excitatrice, bien sûr, on veut avoir la solution de cette équation. Donc, de même, on va associer à cette tension excitatrice U de T un vecteur V dont le module UM et l'angle que fait ce vecteur phi U. Donc, d'après l'équation différentielle, on a dit que petit r plus grand R fois I plus LDI sur dt plus 1 sur C primitive de I de T est égal à U. Étant donné que la somme de ces trois fonctions est égale à U de T, ça veut dire que la somme de ces trois vecteurs V1, V2 et V3 est égale à V. Voyons donc cette animation. Donc, au cours de cette animation, on va voir la représentation de Fresnel. Donc, on va voir les trois vecteurs V1, V2 et V3. Donc, les vecteurs V1, V2, V3. Donc, remarquez que dans ce premier cas, donc tout d'abord, je vais vous montrer les vecteurs. Voilà le vecteur V1. Il a un module grand R plus petit r Im, c'est le vecteur V1. Et il a une phase initiale, ou si vous voulez, un angle phi I. Donc, il y a le vecteur V2 qui a un module L oméga Im. Et bien sûr, il fait pi sur 2 avec phi I. Voilà le sens positif, c'est le sens trigonométrique. Donc le vecteur V2, il fait pi sur 2 par rapport à V1. Maintenant, le vecteur V3, il est dirigé vers le bas. J'espère qu'il est clair, il est dirigé vers le bas. Pourquoi? Parce que ce vecteur V3, il fait moins pi sur 2, il fait moins pi sur 2 avec phi I. Ça veut dire qu'il fait pi avec V2. Parce que V2, c'est phi I plus pi sur 2. V3, c'est phi I moins pi sur 2. Donc, entre V2 et V3, il y a un angle pi. Et étant donné qu'il y a un angle pi, donc les deux vecteurs sont collinéaires de sens opposé. Enfin, le vecteur V. Donc, pour ce vecteur V, c'est le vecteur somme. Et si vous, bien sûr, vous concentrez sur l'animation, vous allez remarquer que le module du vecteur V ne change pas au cours de l'animation. Donc, dans ce cas, ce qu'on a pris, on a pris le premier cas où le L oméga, ce L oméga, est supérieur à 1 sur C oméga, ou si vous voulez, le L oméga IM est supérieur à IM sur C oméga. Ça veut dire que l'effet de l'inductance l'emporte sur l'effet de la capacité. L'effet de l'inductance l'emporte sur l'effet de la capacité. On dit que le circuit est inductif. Le circuit est inductif. Mais lorsqu'on a L oméga IM supérieur à IM sur ce oméga, obligatoirement, on va avoir phi U supérieur à phi I. Parce que voilà phi U, voilà phi I, voilà le sens positif. Donc phi U est supérieur à phi I. Donc, on peut dire que le circuit est inductif par deux façons. Le L oméga est supérieur à 1 sur C oméga, ou si vous voulez, comme on va voir maintenant, le oméga carré est supérieur à oméga 0 carré,
c'est-à-dire le n est supérieur à n0, ou en disant que phi u est supérieur à phi i. Qu'est-ce que ça veut dire phi u supérieur à phi i? Ça veut dire que u de t est en avance de phase par rapport à i de t, comme on va voir ça maintenant. Donc, passons au deuxième cas. Au deuxième cas, on remarque que le module de V2 est égal au module de V3. Le module de V2 est égal au module de V3. Donc, on remarque que l'axe des phases de la tension UM, ou si vous voulez du vecteur V, est confondu avec l'axe des phases du vecteur V1, c'est-à-dire phi U est égal à phi I. Ça veut dire que U de T et I de T sont en phase. Dans ce cas, l'effet de la capacité, parce que L oméga IM est égal à IM sur C oméga, l'effet de la capacité est annulé par l'effet de l'inductance. C'est-à-dire, la capacité annule la présence de l'inductance. Et l'inductance, de même, annule la présence de la capacité. Ce qui va rester dans le circuit, ce sont les résisteurs. Donc, la résistance de la bobine et la résistance de notre résisteur. Pour cela, on remarque de même que UM, dans ce cas, elle est égale à grand R plus petit r IM. Donc, on remarque que UM est égal à grand R plus petit r IM. Donc, dans ce cas, on dit le circuit est résistif. Il est ni capacitif, ni inductif. Passons maintenant au troisième cas. Donc, pour le troisième cas, donc, essayez de voir que le module donc, du vecteur V reste constant. Dans ce cas, on remarque que le phi U est inférieur à phi I. Mais comment ce phi U devient inférieur à phi I? Donc, le phi U devient inférieur à phi I lorsque le module du vecteur V3 est supérieur à celui du vecteur V2. Ça veut dire que le IM sur C oméga est plus grand que le L oméga IM. Ça veut dire que le 1 sur C oméga est supérieur à L oméga. On dit dans ce cas que l'effet de la capacité l'emporte sur l'effet de l'inductance. Donc, dans ce cas, le circuit est dit capacitif. Le circuit est dit capacitif. Donc, si on regarde maintenant, bien sûr, le déphasage entre le U de T et U de T, il est compris entre phi I et phi U. Dans ce cas, le déphasage est négatif, parce que le phi U, comme vous voyez, est inférieur à phi I, il est négatif, tandis que dans le premier cas, où le circuit est inductif, donc notre déphasage était donc delta phi supérieur à 0, delta phi, c'est-à-dire phi U moins phi I. Voilà donc, en ce qui concerne cette animation de la construction de Fresnel. Revenons maintenant à notre présentation. Donc, on va voir maintenant, on a vu ça donc, au cours de l'animation, mais on va donner une petite conclusion concernant la relation entre le déphasage entre la tension et l'intensité et la nature du circuit. Donc, on vient de voir maintenant que U de T est en retard de phase par rapport à I de T. Le phi U inférieur à phi I, delta phi négatif, le circuit est capacitif. U de T est en phase, donc phi U en phase bien sûr avec I de T, phi U est égal à phi I. Donc, le déphasage est nul, le circuit est résistif. Enfin, U de T est en avance de phase par rapport à I de T, phi U est supérieur à phi I, donc delta phi est égal à phi U moins phi I, supérieur à 0, le circuit est inductif. Donc passons pour terminer notre étude. Maintenant, en ce qui concerne maintenant l'amplitude IM et le déphasage delta phi. On a dit que cette construction de Fresnel est utilisée pour faciliter la résolution de l'équation différentielle. La résolution de l'équation différentielle, c'est-à-dire I de T est égal à IM sinus oméga T plus phi I. J'ai le oméga, donc je veux déterminer IM et phi I. Je veux déterminer IM et phi I, ou si vous voulez, bien sûr, delta phi. Donc, bien sûr, on va utiliser notre construction de Fresnel. Donc, voilà la construction de Fresnel. J'ai pris un exemple, dans l'exemple où le circuit est inductif. Et j'ai placé 3 points sur ce triangle, les 3 points O, A et B. On remarque que ce triangle est rectangle. Pythagore dit que OA au carré est égal à OB au carré plus AB au carré.
Lorsqu'on regarde OA au carré, lorsqu'on regarde OA c'est UM. La valeur de OA est égale à UM. Tandis que OB, la valeur de OB, c'est grand R plus petit r, IM. Donc, pour cela, OA au carré est remplacé par UM au carré, alors que OB au carré est remplacé par grand R plus petit r au carré, IM au carré. Maintenant, en ce qui concerne la partie AB. La partie AB, c'est la différence entre le module de V2 et le module de V3. Cette quantité, c'est la partie AB. C'est l'autre côté du triangle. Donc, c'est la différence entre module de V2 et module de V3. Ça veut dire que cette quantité, elle est égale à L oméga IM moins IM sur C oméga. Mais ici, on a AB au carré. Ça veut dire que AB au carré, c'est L oméga moins 1 sur C oméga au carré, IM au carré. L oméga moins 1 sur C oméga au carré, IM au carré. Donc, on peut mettre IM au carré en facteur. Donc, on va avoir grand R plus petit r au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré, le tout facteur de IM au carré, et on détermine ainsi IM au carré. Donc, je vais vous donner maintenant, dans la diapositive suivante, l'expression de IM. En ce qui concerne maintenant le déphasage delta phi, et je dis bien dans ce cas, et dès donc, le début de notre étude, le delta phi pour nous, c'est le phi U moins phi I. Donc, la tangente delta phi, elle est égale à AB sur OB. Et tant que vous prenez delta phi est égal à phi U moins phi I, cette tangente delta phi garde la même expression. Cette tangente delta phi garde la même expression, c'est-à-dire L oméga moins 1 sur C oméga IM divisé par grand R plus petit r IM. Bien sûr, je dis bien à condition que vous choisissez delta phi est égal à phi U moins phi I. Et pour notre étude, pour notre nouveau programme, le delta phi va être toujours phi U moins phi I. Passons, si vous voulez, à l'expression de IM et de la tangente de delta phi, c'est-à-dire les expressions finales. Donc, l'amplitude IM, et je remarque ici, où j'attire votre attention, que la construction de Fresnel a beaucoup facilité la détermination de IM. Sinon, on aura pour nous, bien sûr, quelques heures pour avoir cette expression mathématiquement. Donc, avec la construction de Fresnel, vous voyez que c'est très très simple. Et voilà l'expression de IM. Donc, en passant à la racine carrée, et on sait bien que ces quantités sont toutes des quantités positives, IM, UM, et ainsi de suite, grand R plus petit r au carré, L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Donc, on passe directement à la racine. Donc, IM est égal à UM sur la racine carrée de grand R plus petit r au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Le déphasage de U de T par rapport à l'intensité I de T s'écrit en simplifiant par IM, tangente delta phi est égal L oméga moins 1 sur C oméga sur grand R plus petit r. On va passer maintenant à la résonance d'intensité. Donc, la résonance d'une grandeur physique, on atteint cette résonance lorsque, donc cette grandeur physique, ou si vous voulez l'amplitude de cette grandeur physique, atteint sa valeur maximale. De même ici, on a préparé une animation qui va nous montrer donc, la partie expérimentale de cette résonance. Donc, passons à l'animation pour voir l'étude de la résonance. Donc, dans ce cas, je vais arrêter et je vais commencer, c'est-à-dire pour dire de quoi donc, est constituée cette animation. Donc, cette animation est constituée d'un générateur BF à affichage digital. Donc, la courbe de résonance que vous avez représentée pendant la séance de TP et l'écran de l'oscilloscope. Donc, j'ai commencé avec des fréquences faibles, ça veut dire avec une fréquence N inférieure à N0. Avec une fréquence N inférieure à N0. Donc, avec une fréquence N inférieure à N0, on remarque que sur l'écran de l'oscilloscope, cette tension UR qui est en bleu est en avance de phase, UR est en avance de phase par rapport à U. Ça veut dire que I de T est en avance de phase par rapport à I.
Donc, lorsque la fréquence n est inférieure à n0, I de t est en avance de phase par rapport à U de t. Et on vient de dire que lorsque I de t est en avance de phase par rapport à U de t, le circuit est capacitif. C'est-à-dire phi I supérieur à phi U moins phi I inférieur à 0, le circuit est capacitif. Donc, dans ce cas, vous remarquez que UR de t est en avance de phase par rapport à U de t. Ça veut dire que I de t est en avance de phase par rapport à U de t. Passons au deuxième cas. Donc, regardez le deuxième cas. Maintenant, on est à la fréquence n est égale à n0. On est à la fréquence n est égale à n0. n0 est égal à 75 Hz. Donc, l'oscilloscope, il indique 75 Hz. Et IM atteint sa valeur, ou I efficace, dans ce cas, j'ai représenté I efficace, parce qu'au cours de l'expérience, on mesure cette intensité à l'aide d'un ampèremètre, et comme vous le savez, donc, l'ampèremètre mesure l'intensité efficace, et le voltmètre mesure la tension efficace. Et je vous rappelle qu'au cours de cette expérience, donc, on essaie bien sûr, à l'aide d'un voltmètre branché aux bornes du générateur BF, de garder l'amplitude de la tension constante pour avoir bien sûr une seule variable. Donc, j'ai la valeur maximale de l'intensité efficace, donc, est atteinte pour n est égal à n0. C'est-à-dire, lorsque la fréquence du générateur BF ou la fréquence de la tension excitatrice est égale à la fréquence propre du circuit, dans ce cas, I efficace atteint sa valeur maximale. Donc, étant donné que ce I atteint sa valeur maximale, ça veut dire qu'on est à la résonance d'intensité. Voilà ce que veut dire résonance d'intensité. Donc, je répète, donc pour la fréquence de la tension excitatrice est égale à la fréquence propre du circuit RLC. Je vous rappelle que la fréquence propre N0, c'est oméga 0 sur 2pi, ou si vous voulez, 1 sur 2pi, racine de LC, bien sûr racine de LC, au dénominateur. Dans ce cas, on remarque que I atteint sa valeur maximale. Voilà la première remarque, mais si on regarde en même temps l'écran de l'oscilloscope, on va se rendre compte que UR de t et U de t sont en phase. Ça veut dire que I de t et U de t sont en phase. Donc N est égal à N0 est relié à I de t et U de t sont en phase. Le circuit est résistif et on est à la résonance d'intensité. On est à la résonance d'intensité. Donc, on va continuer bien sûr l'animation et essayons de voir ce qui se passe lorsque la fréquence augmente. Essayons de voir maintenant 137 est supérieur bien sûr à 75, voilà la fréquence de la tension excitatrice. Voilà la fréquence propre qui ne varie pas, elle dépend de L et de C. Cette fréquence propre ne varie que si on change, si vous voulez, le condensateur ou l'inductance. Mais pour nous, bien sûr, au cours de cette expérience, on garde la même capacité, la même bobine, donc N0 ne change pas au cours de cette étude. Donc, la fréquence de la tension excitatrice est supérieure à N0, on est dans ce cas. On regarde maintenant la tension UR et la tension U de T. On remarque que la tension U atteint son maximum, la première, c'est-à-dire la tension U est en avance de phase par rapport à UR. Ça veut dire que la tension U est en avance de phase par rapport à I de T. Par rapport à I de T. Dans ce cas, le circuit est inductif. Mais, s'il vous plaît, faites très attention. Je dis bien que notre résonance d'intensité dans un circuit RLC est atteinte pour une fréquence du générateur